Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Idéale de cette semaine à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation célébrée le 16 octobre et la journée consacrée à l'élimination de la pauvreté le 17 octobre. Ce numéro a pour thème agriculture, sécurité alimentaire et développement. Pour en parler, nous recevons comme invité Kossi Agbelignon, directeur de l'ONG Agide, Association pour la gestion intégrée et durable de l'environnement. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon frère. Alors, Monsieur Agbelignon, le thème retenu pour la journée mondiale de l'alimentation est changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Merci mon frère. Je pense que c'est un terme qui est très bien choisi vu l'actualité aujourd'hui. Si nous voyons les migrations, ça se fait des villes ça se fait des villages vers les villes en Afrique, et puis ça se fait de l'Afrique vers l'Europe. C'est-à-dire que le jeune qui quitte son village arrive en ville. Après la ville, ce qu'il rêve, c'est de voir ce qui est derrière l'océan. Donc il va traverser l'océan pour gagner l'Europe ou gagner l'Amérique. Alors, si le thème dit de changer, ça veut dire que nous voulons désormais que les gens migrent de l'Amérique, de l'Europe vers nos villes en Afrique et de nos villes vers la campagne. Un rêve ou cela peut être possible? Cela peut être possible. C'est ce que notre frère de l'ONG ARE a appelé l'exode citadin. Donc il oppose l'exode citadin à l'exode rural. Donc au lieu que les jeunes aillent de la campagne vers la ville, il va plutôt aller de la ville vers la campagne. Et pour que cela soit fait, il faut qu'on crée dans la campagne les conditions d'une vie meilleure. Trouver à manger, trouver un petit boulot qui l'occupe tous les jours et un peu de sous, ça suffit. Vous savez que l'instinct alimentaire est l'instinct le plus dominant chez l'homme. Donc celui qui trouve à manger n'a plus d'autres soucis. Alors c'est parce que juste pas dans la campagne on n'a rien à faire qu'on migre vers les villes. Et quand on vient à ville, on voit que c'est encore pire. On espère trouver le meilleur derrière l'océan. Monsieur Agbelignon, on vous taxerait de vendre un peu de l'illusion. Est-ce que vous trouverez justement des raisons valables pour dissuader un jeune qui serait tenté de quitter son village pour la ville simplement parce qu'il n'a pas de boulot, parce qu'il ne mange pas à sa faim comme vous le dites? Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui se passe? Bon, dans la réalité, justement, les jeunes partent parce qu'ils n'ont rien à faire à la campagne. On a l'air d'être désœuvrés. Alors, si on investit en campagne, imaginez que chez moi au village, j'ai l'électricité, j'ai l'eau qui coule, j'ai le travail. Je me lève le matin, je vais au boulot. Même si c'est dans une entreprise agricole où je suis bien payé, je reviens le soir, je peux capter la télé pour suivre New World TV. Mais qu'est-ce que j'irai encore chercher à Lomé? Ce que je vais chercher à Lomé, c'est ce que j'ai à la campagne. Alors, inutile de venir en ville. Voilà ce que nous tentons de faire. Alors, répondre à l'appel du 17 octobre pour éliminer la pauvreté, une voie vers des sociétés pacifiques et inclusives pour la seconde journée. Nous parlons de la journée de l'élimination de la pauvreté, l'agriculture pour relever ce défi. Bien entendu, si l'Europe veut aujourd'hui que les Africains cessent de venir, ils ont les moyens. C'est qu'ils ne veulent pas. Imaginez celui qui est dans son milieu et qui sait qu'il ne s'attend qu'à la mort. Je vais mourir de faim. Il y a le feu derrière moi. Je suis obligé de sortir. Prenons un exemple simple dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y avait 4 lépreux à l'entrée de la ville qui avaient faim. Ils se sont dit en eux-mêmes, si nous restons ici, nous mourrons de faim. Si nous allons dans le camp des ennemis, ils vont nous tuer. Mais là-bas, ils ont 2 possibilités. Soit ils nous tuent, soit ils nous donnent à manger et nous vivrons. Donc là, ils ont 2 possibilités. Soit on les donne à manger, soit on les tue. Mais ils savent que s'ils restent ici, ils ne vont que mourir. Alors le choix est clair. Quand je vois des images de jeunes qui meurent par centaines dans la Méditerranée et que les jeunes y vont, mais les gens vont se demander s'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils voient que leurs frères meurent. Mais comme c'est la mort qui les poursuit ici,
Ils s'enfuient, voir s'ils peuvent trouver, au moins s'ils ont 50% de chances de vivre et 50% de chances de mourir dans la mer Méditerranéenne. Je pense que le choix est clair. Alors, vous présentez le secteur agricole comme un secteur d'avenir. Un secteur d'avenir à condition que ceux qui accueillent les gens là-bas créent les conditions de la vraie richesse ici. Parce que toutes nos richesses que nous avons ici, vous me suivez, oui, sont prises, amenées là-bas. Donc nous sommes obligés de suivre. Quelqu'un dit que là où il y a votre trésor, votre cœur fait quoi? Votre cœur est là-bas. Nos trésors sont là-bas. Alors, circonscrivons-nous dans le cadre local, national. Alors, vous parlez de l'agriculture. Quel regard vous portez sur la situation du monde agricole togolais eu égard à cette question de pauvreté? Voilà. Le paysan investit. D'abord, il n'a pas la notion de calcul de ce qu'il fait. Ça fait un. Avant, le coût de l'exploitation était faible. La main d'œuvre, un carré. Quand moi j'étais élève, nous faisons le carré à 300 francs. Aujourd'hui, ce même carré est à 2000 francs. Mais combien coûte le bol de maïs? Les engrais, tout cela a augmenté. Mais, bizarrement, le paysan récoltait peu avant. Avant, il cultivait peu, il récoltait beaucoup. Maintenant, il cultive beaucoup, il récolte peu, alors qu'il investit plus. Alors, comment vous expliquez cette situation? C'est justement parce que le paysan est pris. C'est comme on l'a pris de son exploitation, de la façon où il faisait. Et on lui a dit, voilà une meilleure façon de le faire. Quand les Blancs ont investi dans la révolution industrielle il y a longtemps, aujourd'hui, ils ont vu que cette façon de faire n'est pas la meilleure. Alors, nous qui venons de les suivre, nous sommes au beau milieu du chemin. On nous dit, cette façon n'est pas la meilleure. Revenez en arrière. Nous ne pouvons plus revenir en arrière et nous sommes laissés en chemin. Voilà le paysan. Un paysan m'a demandé, m'a dit qu'avant, il suivait son papa, mais il avait de la joie de faire l'agriculture. Que depuis que la notion d'encadrement est arrivée, il ne sait pas comment on l'a déplacé de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous pointez concrètement du doigt en décrivant les méthodes de culture qu'on nous a enseignées à l'école. Comment cultive-t-on aujourd'hui? Et que nous avons enseigné à nos parents. Comment cultive-t-on aujourd'hui? L'agriculture intensive, la monoculture, qu'on nous a enseigné à l'école et que nous avons enseigné à nos parents, ne tient plus. Et l'Europe dit que ça ne tient plus. Mais nos parents se demandent, mais comment est-ce qu'ils vont retourner encore ce qu'ils avaient fait? Parce qu'eux n'ont pas d'écrit pour qu'ils retournent prendre ce cahier et voir que, voilà comment je faisais avec mon père et ça allait. Il n'a pas de référence. Donc le chemin qu'il suit, on crie en Europe que ça ce n'est plus bon, qu'on ne veut plus tel produit cultivé dans telle condition. Mais c'est sur ce chemin que nous, intellectuels, ou bien nous qui avons été à l'école, nous avons placé nos parents. Et le paysan, tout aujourd'hui, il ne peut même plus voir l'encadreur qu'il a mis sur chemin, lui aussi n'est plus là. Et il y a lieu aujourd'hui de s'orienter vers une agriculture durable dont on parle. Et c'est ce que je vous invite à suivre dans cet élément. Au Togo, de nombreuses politiques ont été mises en place pour contribuer au développement du monde agricole. La zone d'aménagement agricole planifiée est une approche retenue par le gouvernement togolais pour promouvoir la mécanisation de l'agriculture et ainsi une augmentation du rendement. Toutefois, cette méthode nécessite la disponibilité d'une grande superficie de terres agricoles et des ressources financières importantes. Aujourd'hui, dans l'optique de l'atteinte des objectifs de développement durable, le gouvernement togolais, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, travaille ensemble pour la mise en place d'agropoles d'ici quelques années. Il s'agit de passer d'une agriculture familiale de subsistance à une agriculture commerciale. Pourtant, dans le cadre de la Convention de Stockholm signée par le Togo en 2004,
Ce dernier s'engage à gérer écologiquement les polluants organiques persistants et ainsi trouver des alternatives aux pesticides chimiques. L'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques comporte d'énormes risques pour l'environnement et pour la santé de la population. L'utilisation de pesticides chimiques en agriculture à travers le monde a provoqué une contamination planétaire, caractérisée surtout par une présence généralisée des résidus pesticides dans les milieux terrestres, aquatiques et dans les denrées agricoles, je veux dire des denrées alimentaires. Des résidus de pesticides, surtout organochlorés, ont été retrouvés dans l'eau de boisson, dans les aliments, même dans le lait maternel, dans le sol, etc. Toutes ces pratiques ont de fâcheuses conséquences pour l'environnement et le bien-être public. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fait état d'un exode rural de la population active agricole. C'est le cas de Kokou qui a dû quitter Koglogo dans la préfecture de Vaud au sud du Togo pour de meilleures chances de survie à Lomé. La ville n'est pas faite pour vivre heureux. La ville aussi, c'est des problèmes. Uriner même, il faut payer. Mais au village, on est à l'aise. On est à l'aise. Les zones rurales, c'est comme moi je conseille ici, les zones rurales, c'est un problème. C'est l'État. L'État doit nous aider pour qu'on stoppe les zones rurales. Les gens sont à Lomé. Au village, ils sont mieux. Ils viennent en ville, ils sont là, ils ne travaillent pas, ils sont à la maison. Ils sont sur la charge des gens, ils n'ont même pas de logement. Ça, c'est un grand problème. Je sais que c'est un problème mondial, mais parlons de chez nous d'abord. Il faut qu'on nous sorte ça à partir de chez nous d'abord. C'est un grand problème. Si la ville est développée au village, je pense que beaucoup de jeunes vont rester là. Dans mon village, il n'y a que des vieux et des vieilles. Toutefois, la vie à Lomé n'est pas aisée pour Kokou. Les conditions d'hébergement et d'emploi demeurent toujours précaires. Cependant, il existe des méthodes de production respectueuses de l'environnement et favorables à la conservation de la biodiversité. Ces méthodes garantissent également une bonne sécurité alimentaire. Au niveau agricole, aujourd'hui, nous avions réussi à régler la plupart des problèmes qui sont liés à la culture biologique. Il y a des problèmes clés que nous avions réussi à surmonter. Par exemple, le compostage. Nous avons réussi à mettre en place un système de compostage rapide qui permet d'avoir le compost en 3-4 semaines au lieu de 6 mois avant. Non seulement on a trouvé un compost rapide, nous avons levé un problème particulier pour les producteurs. Les producteurs pensent souvent que quand ils mettent le compost, il y a plus de maladies. Ça, nous l'avions poursuivi, nous l'avions compris et nous avions trouvé l'astuce. Ces 5 dernières années, de nombreux projets ont été mis en place dans le cadre de l'agriculture durable dans le pays. Le monitoring des pesticides, le maraîchage durable et la culture biologique en sont des exemples. Je sais que l'agriculture biologique est plus avantageuse parce que on peut consommer ces produits sans effet négatif. Alors, la différence même, c'est que quand on utilise l'engrais chimique, le manioc n'est pas consommable en tant que tel. Seulement, on peut faire du gari. Mais avec ce fertilisant bio, nous arrivons à consommer, à piler du foufou avec le manioc. Et on sent une certaine odeur qui est un peu différente de l'agriculture, du fertilisant chimique. Le développement en milieu rural ne peut se faire que si les populations se sentent impliquées dans leur milieu de vie. Si les agriculteurs ont accès aux ressources et à l'information dont ils ont besoin pour pratiquer leurs activités,
Ils auront une meilleure qualité de vie. Il est donc nécessaire que chacun travaille ensemble pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous sommes avec Kossi Agbelignon. Vous êtes directeur de l'ONG Agide. On vient de suivre cet élément. Quand on parle de l'agriculture durable, qu'est-ce qu'on attend du paysan concrètement? Quand on parle d'agriculture durable, on parle d'une agriculture qui peut se pratiquer dans le temps. Ça nuire à l'écosystème, en particulier à la richesse de la terre. Donc on attend du paysan des pratiques qui permettent de conserver durablement la fertilité du sol. Et ces pratiques, on les a recensées dernièrement et on s'est rendu compte que nos paysans connaissaient ça. Ça fait partie de leur patrimoine culturel. Mais la civilisation est venue tout bouleverser. Et quelles sont les exigences auxquelles cette agriculture doit répondre? Voilà. Si nous prenons par exemple l'agriculture traditionnelle au Togo, prenons quelques exemples. Dans certains milieux, le paysan sème du maïs. Quelques jours après, il sème dans ce maïs du manioc. Alors, quand il va récolter le maïs, le manioc reste. Alors, si même il y a eu sécheresse, il y a eu décalage des pluies et qu'il perd le maïs, il est sûr de gagner le manioc. Ça, on appelle ça la culture associée. Ces pratiques font partie de notre patrimoine culturel. Mais c'est avec l'encadrement, je ne sais pas, que l'agriculture monospécifique est arrivée. On demande aux paysans de faire du manioc, de faire uniquement du maïs sur des hectares. L'inconvénient, c'est que s'il y a anomalie climatique, il perd et il a perdu tout. S'il y a ravageur, il perd, il a perdu tout. Parce que les ravageurs n'ont pas la même façon d'attaque que nous. Par exemple, s'il trouve ici un pied de maïs qu'il ravage, il lance ses signaux. À la même distance, il est sûr de retrouver encore un pied de maïs. Il saute sur ça, il broute et puis il continue. Mais si on intercale avec d'autres cultures, ça perturbe l'orientation du ravageur et son action est limitée. De plus, comme toutes les cultures n'ont pas les mêmes ravageurs, l'attaque est limitée. Voilà ce que on a abandonné. Et par exemple, on se retrouve aujourd'hui, je pense que cassel. Donc, deux situations que le paysan produit, il y a un décalage des pluies, il perd toute sa culture. Ou bien il y a un ravageur et il perd sa culture. Comment est-ce qu'on veut que ce paysan-là puisse avoir de l'argent et rassurer son enfant de rester à la campagne? Il va dire, mon fils, va à l'autre bout du monde. Tu trouves le bonheur là-bas, envoie-moi une partie. L'agriculture, pour répondre aux exigences du développement durable, nous en parlons avec Kossi Agbelignon, directeur de l'ONG Agide. Monsieur Agbelignon, comment expliquer que malgré les potentialités que le monde agricole dispose aujourd'hui, que nous vivions toujours cette même situation de pauvreté et d'une agriculture restée toujours familiale? Comment vous expliquez cette situation? Bon, la pauvreté n'est pas liée forcément à l'agriculture familiale, parce que l'agriculture familiale peut nourrir son homme. Si l'agriculture ne nourrit pas le producteur, c'est parce que les techniques agricoles ne sont plus appropriées. Voilà. Donc, les paysans n'ont plus de référence. Ils travaillent à tout hasard. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Donc les indicateurs naturels du climat ont perdu leur fiabilité. Avant, il suffisait que nos parents voient certaines colonies d'oiseaux passer, ils vous diront que bientôt les pluies s'amènent. Il suffit qu'on voit certains arbres à fleurs et on sait que telle saison approche. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, tous ces indicateurs ont perdu de leur fiabilité. Donc le paysan sème à tout hasard, s'il pleut, bon, merci au Seigneur, s'il ne pleut pas, tant mieux. Alors comment adapter la paupérisation du paysan? Alors comment adapter notre agriculture à ces aléas climatiques? Voilà. Avant, nos parents avaient ces indicateurs-là qui ont perdu leur fiabilité. Aujourd'hui, on parle de prévision météorologique.
Alors, si on ne peut pas faire A, il faut qu'on fasse B. Donc, il faut que l'État ait la technologie nécessaire pour nous donner cette prévision. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'un paysan va apprendre, enseigner à son enfant. Donc il faut forcément des centres spécialisés qui donnent des indications précises aux paysans. Que de telle période à telle période, il ne va pas pleuvoir. De telle période à telle période, il va pleuvoir. Dans telle zone, dans telle zone. Cela permettra aux paysans de programmer son agriculture pour ne pas être victime soit de la sécheresse ou soit des inondations. Alors aujourd'hui, on a vu dans cet élément des modèles de production agricole qui peuvent aider nos paysans à s'en sortir. Comment peuvent-ils résoudre facilement cette équation? Bon, ces modèles de production agricole ne sont pas des modèles importés. Ce sont des modèles de chez nous, à un moment donné que nous avions abandonné. Donc maintenant, l'idéal revient à nos encadreurs, à nos ingénieurs de recenser ces modèles-là, d'en faire un document de référence dans lequel nous pouvons désormais lire et être sûr de ce que nous faisons. À cette condition-là, on pourra facilement surmonter les difficultés qui s'opposent à l'agriculture aujourd'hui. Alors, dans la dynamique du développement durable, vous avez parlé de cette agriculture dite biologique. A-t-on besoin d'une formation spécifique pour y arriver? Non. En fait, quand on parle d'agriculture biologique, c'est un terme, c'est un mot. À l'origine, c'était venu des anglophones. On parle d'agriculture organique. Mais arrivé en français, le terme a été nuancé à l'agriculture biologique, où on a admis certains éléments que l'agriculture organique de départ n'admettait pas. En France, on admet les substances issues de la biotechnologie, ce que l'agriculture organique en soi n'accepte pas. Donc aujourd'hui, pour faire de l'agriculture organique, de l'agriculture biologique, normalement, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mais comme tous, on a tendance à produire pour l'Occident, on a des cahiers de charges. Alors, à cause de ces cahiers de charges, le paysan est obligé d'avoir des jeunes derrière lui qui lui disent remplis le cahier comme ça, remplis le cahier comme ça, remplis le cahier comme ça, pour que l'inspecteur puisse accepter ton produit. Sinon, si ce n'est pas dans ces conditions, si c'est pour produire pour sa propre consommation, le paysan n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire son agriculture biologique. Alors, certains paysans que nous avons rencontrés nous ont dit que cette agriculture biologique est coûteuse et ne leur permet pas d'accroître leur superficie cultivable. Partagez-vous cet avis? Non. En principe, non. Nous, aujourd'hui, notre tendance, ce que nous enseignons, c'est produire plus avec moins. Ça veut dire que vous investissez moins, mais vous produisez plus. Et c'est ce que nous enseignons. Et nous l'enseignons dans le cadre de cette agriculture biologique. Quels sont réellement les avantages de cette agriculture biologique? Bon, l'avantage, c'est que au niveau de la santé, cette agriculture ne tolère pas les produits chimiques. Par exemple, les pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, ne les tolèrent pas. Parce que ces produits laissent toujours des traces sur l'aliment. Alors, tel que ça tue l'insecte, de la même façon, ça tue peu à peu le consommateur. Donc, le consommateur n'est pas à l'abri du danger en consommant de telles cultures. Donc, en consommant les cultures biologiques, il est à l'abri de ces dangers. Alors qu'en prenant les cultures conventionnelles, il n'est pas à l'abri. L'autre possibilité, comme la plante est nourrie à partir de la matière organique contient tous les éléments nécessaires au bon développement de la plante, à sa santé et par conséquent à la santé du consommateur final. Quand tu manges 2 patates douces, l'une produite avec NPK, bien les engrais chimiques, l'autre produite avec les engrais organiques, tu verras que ce qui est produit avec les engrais organiques contient plus de sels minéraux. Donc, ça te nourrit plus que ce qui est gros. Donc, l'autre est gros, mais ça te nourrit moins. Alors que celui-ci est petit, plus mais petit, mais ça te nourrit plus. Alors, mon frère, le choix est clair. Alors, composer aujourd'hui de l'engrais organique suppose qu'on ait assez de temps. Est-ce que nos agriculteurs, face à l'urgence, ont justement ce temps pour justement, le faire? Nous avons presque 4 mois de sécheresse.
où le paysan ne peut rien faire. Mais pendant ce temps, il produit son compost. Moi, j'ai des paysans qui produisent leur compost tranquillement à partir de janvier. Vous me suivez? Une fois qu'il a terminé ses récoltes de janvier, il n'a plus rien à faire. Il prit son compost et en avril, il les met sur le terrain et puis tranquillement, il produit. Quand nous allons au nord, le compostage est intégré à la culture. Depuis pays Kabylie jusqu'en pays Moba, le compostage est intégré dans leur culture. Vous verrez qu'ils font toujours des cases rondes. Donc une des cases, l'ouverture est tournée vers l'extérieur. On m'a dit que c'est là où le bétail vit. Donc, tous ces déchets, on ramasse. Il y a toujours un trou quelque part où on dépose. À la saison pluvieuse, on amène au champ. Est-ce qu'on a besoin de temps pour le faire? C'est une activité quotidienne. Nous, en ville, qui avons des dépotoirs qui puent partout, si chacun gérait, comme le peuple Kabylie ou le peuple Moba, si chacun gérait ses déchets au quotidien, quel paysan n'aura pas de matière organique pour faire son champ? Oui, en attendant que tous les paysans s'inscrivent dans cette dynamique, aujourd'hui, le fléau, on le voit partout, c'est l'utilisation, vous l'avez dit, de ces produits chimiques, les pesticides, les fongicides et autres. Comment vous appréciez, quel regard vous portez sur ce fléau dans le monde agricole? Est-ce que ça vous préoccupe? Bon, ça me préoccupe, mais on n'a pas les moyens d'y faire face. Comme je le dis souvent aux producteurs, ils me demandent souvent, quand nous produisons avec les produits chimiques, on dit que ça ne peut pas aller en Europe, que les Européens veulent les produits bio. Pourquoi l'État autorise maintenant ces produits-là à venir chez nous? Je leur dis que c'est à chacun de refuser ces produits pour que l'importateur ne l'importe pas. Nous sommes dans un pays libéral. Chacun est libre de chercher son argent par des voies légales. Et c'est une voie légale. C'est aux consommateurs de refuser. Tel que les Européens ne veulent plus consommer les produits que nous avons eus dans les conditions conventionnelles, à nous aussi de refuser d'utiliser ces produits qui nous envoient ici. Et le tour est joué. Mais si on attend de l'État, l'État ne pourra jamais le faire. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Et vous pensez vraiment qu'on peut arriver au boycott de ces produits dans le monde agricole? Doucement. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et beaucoup de paysans prennent conscience que ça doit être comme ça. Parce que celui qui m'envoie la chose, je l'utilise. Lui, il dit qu'il ne veut pas manger ce que j'ai utilisé ça pour produire. Lui préfère manger ce que j'ai produit dans les conditions simples. Alors, il m'envoie pour que moi je mange. Si c'était bon, pourquoi lui ne peut pas manger? Bon, la logique simple, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Ça se comprend et les paysans ont compris. Mais c'est que dans les médias, ils n'ont pas une solution de substitution. C'est pourquoi nous sommes en train de développer d'autres approches écologiques pour produire, parmi lesquelles il y a la GIFERC dont nous parlons régulièrement sur les médias et que l'État nous a donné les moyens d'expliquer aux paysans. Qu'est-ce que c'est exactement? La GIFERC. Oui. C'est gestion intégrée de la fertilité, de l'eau et des ravageurs par les champignons. Donc, c'est une stratégie de lutte écosystémique. C'est-à-dire que dans la forêt, va dans une forêt, tu ne verras jamais les herbes que les insectes ont attaquées. On va parler de ravage, non, il n'y en a pas. Mais pourtant, il y a les insectes dans la forêt. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui permet à chacun de manger un peu et il est mangé à son tour. Vous voyez? Donc, les êtres qui occupent le sommet, c'est les champignons. Ils régulent tout. Quand nous créons un champ, nous désorganisons cet équilibre. C'est pourquoi on a la notion du ravageur. Ainsi, par la GIFERC, nous essayons de recréer dans nos champs cet équilibre à partir des champignons qui constituent des êtres microscopiques. C'est eux qui ont aidé les autres êtres à gagner la terre ferme. Une fois que ces champignons se mettent en place, d'autres êtres se mettent en place automatiquement. Les vers de terre arrivent, les lombriques arrivent. Tous ceux qui doivent cohabiter avec les champignons sont là. L'équilibre se remet en place et puis votre plante va grandir en sécurité. Alors, ça a donné des résultats extraordinaires. Nous avons vu que l'une de vos spécialités au niveau de la GIDE, c'est justement cette culture des champignons. Vous invitez tous les autres, le monde agricole, à s'inscrire dans cette culture aussi? Oui. Si nous prenons le compostage simple,
que vont nous décrire un pays Moba, un pays Kabyle. Les déchets qu'ils déposent tous les jours, ces déchets vont se décomposer. Mais en comprenant, qu'est-ce qui fait décomposer les déchets? C'est les champignons. Donc ces champignons sont apportés par le vent à tout hasard ou par les eaux. Donc aujourd'hui, ayant compris ce secret, on peut nous-mêmes les apporter immédiatement pour accélérer le processus. J'ai fait ce cours-là à Kara. Il y a un paysan à Pagouda qui est parti. Et il a cherché le této de Tchoukoutou. Je ne sais pas si tu connais bien ça. Le premier Ali de Tchoukoutou, on appelle ça této. Il a pris této, il a gardé, il a séché, il a fait des boules. Et la campagne suivante, il a mis ça sur des pieds de maïs. Mais il a obtenu un développement spectaculaire. Ça l'a convaincu que les champignons constituent le point de départ de toute la vie, de toute l'écologie qui s'installe autour d'une culture. Et quand je suis allé, il avait la joie. Je lisais la joie qui débordait de son cœur lorsqu'il me relatait son expérience. Alors aujourd'hui, l'une des priorités des autorités du pays, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat agricole. Voilà. Est-ce qu'avec cette culture biologique, on peut s'inscrire dans cette dynamique? Oui, on peut le faire, sous forme de chaîne. Certains producteurs peuvent se spécialiser dans la production du compost pour d'autres. Donc moi je dis bon, je suis là, je vais produire le compost, mon frère élève les animaux, je vais chez lui, je cherche les déchets, moi je fais le compost et je mets à la disposition de celui qui fait la culture. Ça va être une chaîne et ça créera de l'emploi à tous les niveaux et chacun sera à l'aise. On ne peut pas se lever et faire tout seul, non. Voilà. Alors, ce qui est important chez l'agriculteur, c'est de satisfaire aux besoins d'abord de sa famille et puis vendre pour avoir les moyens pour satisfaire à d'autres besoins. Est-ce qu'en produisant rien comme vous venez de le décrire, ils peuvent trouver réellement satisfaction? Je vous donne un exemple. Il y a un producteur de maïs à Afagnan. Il était sur la culture conventionnelle de maïs avec 2,5 tonnes à l'hectare. Quand nous l'avions rencontré, on a commencé. Il est passé à 4150. L'année qui est suivie, il est passé à 5200. Cette année, il est allé à 5 tonnes 800 de maïs grain à l'hectare. Imaginez qu'il vend le kilo au moins à 5 francs. Ça fait 580 000. Est-ce que, alors qu'il a fait 3 hectares, est-ce que ce monsieur a besoin encore mieux pour nourrir sa famille? 580 000 fois 3. Imaginez. La preuve que le secteur agricole a du potentiel. A du potentiel. Combien il va manger? Ce paysan, il peut s'offrir tout le risque qu'un fonctionnaire togolais peut s'offrir. Alors, comment organiser ce secteur de sorte que tous les paysans puissent tirer grand profit? Voilà, comme je l'ai dit, l'essentiel, les paysans sont déjà informés. Il faut que l'accompagnement, l'encadrement suit. Parce que une des questions que les paysans me posent souvent, pourquoi les encadreurs ne se mettent pas d'accord sur l'approche à les enseigner? Celui-ci vient, il leur dit utiliser herbicide pour faire la culture écologique, c'est ça la boue. Un autre vient, il leur dit que herbicide c'est mauvais. Un autre vient, mais finalement il se demande dans combien d'écoles on forme les encadreurs pour qu'ils ne peuvent pas être d'accord sur un seul protocole et le renseigner. Je pense que c'est ce que les écoles d'encadrement doivent tendre à faire aujourd'hui. Décider que nous voulons faire des producteurs de telle catégorie. Comme ça, l'encadrement agricole aura un seul langage pour que le paysan puisse mieux s'orienter. Comme je l'ai dit au départ, nos paysans sont désorientés. Ils sont au carrefour, ils ne savent plus quelle va suivre. C'est ce que l'État, ou bien les structures d'encadrement, ou bien les écoles de formation doivent décider. On se met ensemble. Nous voulons enseigner l'agriculture conventionnelle et on se met d'accord, on l'enseigne. Non, nous voulons faire l'agroécologie, on se met d'accord et on enseigne l'agroécologie pour que le paysan ait un seul langage. Et la priorité aujourd'hui, c'est d'aller vers la satisfaction des ODD, les objectifs de développement durable. Comment, M. Agbaligno, l'agriculture peut-elle contribuer à l'atteinte des ODD? Je donne un exemple, 1, 2 et 15 par exemple. Bon, premièrement, si nous pouvons passer à l'agriculture écologique,
l'agriculture biologique, tous les termes qu'on veut utiliser. L'agriculture écologique, c'est une agriculture qui tient compte des impératifs écologiques. C'est-à-dire qui tient compte de tous les éléments de la nature. Donc d'abord, ça nous permet automatiquement d'atteindre l'ODD 15. Protéger les écosystèmes. Maintenant, en matière de faim, comme je l'ai dit, ce n'est pas une agriculture de petit rendement. Ça peut donner de grands rendements et ça peut permettre aux producteurs de manger à sa faim. Ensuite, ça donne des aliments sains à la consommation. Celui qui mange sain sera en bonne santé. Donc cela permet d'atteindre l'ODD 2 et 3 pour la santé. Et enfin, la vente peut permettre d'avoir de l'argent et faire reculer la pauvreté. Alors que l'agriculture conventionnelle ne pourra pas le faire facilement, d'autant plus que l'écosystème est maltraité, la santé du consommateur est en danger, mais en somme, il n'est pas en sécurité. Merci Kossi Agbalignon d'être passé sur ce plateau. Vous êtes directeur de l'ONG AGID, Association pour la gestion intégrée et durable de l'environnement. Pour une agriculture durable, c'est fini pour ce numéro de votre émission Planète Idéale. À très vite pour un nouveau numéro.